Mardi 30 novembre 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer notre journal de ce soir. La Jirama n'est pas obligée de payer en totalité la somme de 1 752 813 $ exigée par la Banque mondiale avant le 3 décembre. La Jirama a déjà accepté de payer les dépenses utilisées dans le projet PAGOS qui n'ont pas été validées par la Banque mondiale selon une lettre reçue par le ministère de l'économie et des finances. Par contre, 634 719 $ doivent être impérativement payés avant ce délai. Le ministre de l'économie et des finances a expliqué aujourd'hui que les enquêtes et les rapports sont une façon de faire dans l'élaboration d'un projet. Reportage. Des matériels achetés en 2018, notamment des disjoncteurs et des compteurs, qui ne sont pas inscrits dans les inventaires physiques, sont parmi les raisons pour lesquelles la Banque mondiale exige le remboursement de la somme de 1 752 813 $ par le gouvernement malagasy dans le financement du projet PAGOS. En tant qu'intermédiaire entre les partenaires financiers et les entités bénéficiaires, le ministère de l'économie et des finances a été le destinataire de la lettre. Le ministre a expliqué aujourd'hui qu'il ne s'agit pas forcément de détournement de deniers publics ou de mauvaise gestion. Le contrôle des dépenses non validées qui devront être remboursées sont inscrits dans une feuille de route de coopération. Concernant la somme à payer, c'est une négociation entre la Jirama, la Banque mondiale, qui aboutit à ce montant. Pour l'instant, la Jirama n'est pas obligée de payer cette somme. Selon la ministre, la Jirama devra payer 634 719 $ avant le 3 décembre. De plus, la Jirama devra fournir un document de substitution des dépenses liées à cette somme. La Jirama, de son côté, affirme que ces matériels qui font l'objet de remboursement ont été volés. Des matériels qui devront pourtant contenir des marques et sont facilement traçables. Et poursuivons ce journal par la page environnement. La diminution de l'utilisation des énergies fossiles est l'une des thématiques discutées et négociées lors de la 26e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au COP26 en Glasgow, Royaume-Uni. C'est ce qui a été annoncé ce jour lors de l'atelier de restitution de la participation de Madagascar à la COP26. Ce fut une occasion pour les pays du Sud de former un bloc et d'unir leurs voix face aux pays émetteurs de carbone. Pour Madagascar, la délégation a saisi cette occasion pour renforcer le plaidoyer au niveau international sur le plan politique et géopolitique, et cela à travers des relations bilatérales diverses. Mervoulat Sferhan et Andara Zonarvel nous en disent plus. La Chine et les USA sont les pays qui produisent le plus de gaz à effet de serre à travers la production massive et l'industrialisation. Lors de la COP26 tenue récemment à Glasgow, 12 pays ont accepté de diminuer l'utilisation des énergies fossiles jusqu'en 2030. Toutefois, l'Inde n'a pas voulu adhérer à cette cause vu le nombre de foyers utilisant encore du charbon chez eux. La COP26 a également évoqué la nécessité urgente pour les pays développés ainsi que les pays émergents de changer radicalement de mode de vie afin de faire face au changement climatique dont les pays du Sud en souffrent beaucoup. Dans le cadre de la participation de Madagascar à cette COP, plusieurs événements ont aussi été suivis ou organisés par la délégation malagasy, composée essentiellement de techniciens. Le président de la République de Madagascar, le président du Sénat ainsi que la ministre de l'Environnement et du Développement durable étaient présents à Glasgow afin de défendre les intérêts de Madagascar. Donc ça, c'est vraiment une précision. Pourquoi une forte délégation de techniciens? Parce qu'on a besoin des techniciens pour négocier. Et la question climatique, vous l'avez vu, c'est très technique. On n'improvise pas. Et c'est des choses qui sont suivies depuis de longues années, donc par une direction au ministère, le Bureau national du changement climatique et REDD+. Toutefois, l'on sait que les 100 milliards de dollars annuels promis par l'accord de Paris pour les pays du Sud prévus d'être utilisés pour faire face au changement climatique n'ont pas été acquis à Glasgow. Néanmoins, pour Madagascar, l'État poursuit ses efforts à travers le reboisement et l'achat d'un avion bombardier d'eau pour lutter contre les feux, mais surtout le projet Ceinture Verte, une solution environnementale pour le sud de l'île. À ce propos, la ministre de l'Environnement a annoncé ce jour que la Banque mondiale est le premier organisme ayant répondu à l'appel de Madagascar pour venir en aide au sud de la grande île. La Banque mondiale octroie ainsi une enveloppe financière de 25 millions de dollars dans le cadre du projet Millions ou projet d'appui aux moyens de subsistance résilients dans le sud de Madagascar.
Et la signature du plan de travail conjoint entre les agences des Nations Unies représentées par le PNUD et l'État malagasy par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, s'est tenue cet après-midi au siège des Nations Unies à Ndjahar. Le dit plan de travail conjoint s'étale sur une durée de 2 ans et touche les priorités stratégiques comme la bonne gouvernance, l'état de droit, la décentralisation, la sécurité et la lutte contre la corruption. Le budget alloué à sa mise en œuvre s'élève à 55 millions de dollars, dont les 33 milliards de dollars sont déjà débloqués. La signature de ce plan de travail conjoint ce jour marque sa validation et sa mise en œuvre immédiate. Plus de détails dans cette interview. Présence de Monsieur le ministre de la Justice, le PNUD et autres membres du système des Nations Unies se sont retrouvés pour valider et pour signer le plan de travail conjoint pour la priorité stratégique numéro 1, qui est une des 4 priorités stratégiques qui se trouvent dans le cadre de coopération entre le système des Nations Unies et le gouvernement de Madagascar. La signature de ce document représente un moment phare puisqu'il s'agit maintenant de passer à l'action et à la mise en œuvre en partenariat conjointement avec le gouvernement malgache. Donc on est très heureux pour la collaboration jusqu'à ce point et content de pouvoir passer maintenant l'étape suivante. Dans un tout autre sujet, page sociale, la période de remblai pour cette année 2021 sera clôturée demain 1er décembre pour la capitale et ses environs, selon les informations données par la PIPA ou Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo aujourd'hui. Pour cette année 2021, 77 demandes de remblai sont parvenues au sein de cette agence. 56 d'entre eux ont été validés et ont reçu un permis de remblai. Reportage sur les images de Kevin Ravonerson. La commune Alassour et la commune urbaine d'Antananarivo sont les communes qui ont reçu le plus de demandes de remblai pour cette année 2021. 30 demandes pour Alassour et 22 pour la CUA sur les 56 demandes de remblai autorisées par la PIPA. Ainsi, 25,46 hectares de terrain au total ont été remblayés dans la capitale et ses périphéries. La saison de remblai débute chaque année entre le 15 avril pour se terminer le 1er décembre, c'est-à-dire lors de la saison hivernale où il n'y a ni pluie ni inondation. Les demandes de remblai doivent passer auprès de la PIPA à travers une commission constituée du ministère de l'Aménagement du Territoire, du SRAT concerné, du ministère en charge de l'eau, du ministère de l'Environnement, mais aussi la commune concernée et bien évidemment de la PIPA. Cette commission se chargera des études y afférentes avant de donner son accord pour le remblai si tout est en règle. Selon la directrice technique de la PIPA, après l'étude au niveau de la commission et si tout est validé, seule la commune peut donner l'autorisation. La personne souhaitant effectuer un remblai doit payer une redevance de remblai au sein de la PIPA avant de remettre la quittance à la commune. Par la suite, cette dernière devra faire une demande de transport de terre adressée au directeur général de la PIPA. Tous les documents, notamment le permis, la demande de transport et la quittance, devront être remis au niveau de la commune avant tout remblai. Environ 76 tentatives de remblai sans autorisation ont été appréhendées par la police des remblais pour cette année dans la capitale et des 3 districts environnants. Selon le directeur général de la PIPA, les études se basent sur un plan d'urbanisme détaillé, ou PUD. Ce PUD comprend 4 étapes et les études se basent sur l'aspect technique, social et environnemental. Les terrains qui peuvent être remblayés sont les zones non inondables, les surfaces qui ne sont pas facilement imprégnées d'eau, ainsi que les zones non agricoles et constructibles. Les autres zones hors de ces descriptions restent interdites au remblai. Concernant les terrains qui ont reçu des autorisations mais qui ont dépassé la période de remblai, les concernés devront refaire une demande de transport de terre à l'ouverture de la période de remblai, soit le 15 avril prochain. Dans la page fait divers de ce jour, les élèves du lycée technique professionnel ou LTP à l'Arbi sont sortis de leur établissement. Ils voulaient s'en prendre aux élèves du lycée technique professionnel et génie civil de Mamasn ou LTP GCM aujourd'hui afin de venger l'un des leurs qui aurait été blessé. Les forces de l'ordre ont dû intervenir pour empêcher les élèves du LTP à l'Arbi de parvenir à leur fin. Reportage de Red Ramananzatouf et Antara Zonarville. Actualité sur Facebook. Il s'agit de 2 élèves du lycée LTP à l'Arbi molestés par des élèves du lycée LTP GCM hier matin, selon les témoignages d'un élève.
Cette vidéo est la raison pour laquelle les élèves du LTP Al Arbi voulaient prendre d'assaut l'établissement du LTP-GCM aujourd'hui. Selon les témoignages des élèves du LTP Al Arbi, les élèves battus ont été grièvement blessés. Les forces de l'ordre ont pu intercepter les élèves du LTP au rond-point d'Antan Mein. Les échauffourées des élèves avec les forces de l'ordre ont bloqué la circulation dans les environs d'Antan Mein ce matin. Et justement, face à cet incident, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle a tenu une conférence de presse aujourd'hui. La vidéo qui serait à l'origine des différends entre les élèves du LTP Al Arbi et ceux du LTP GCM de Mamas n'est pas une vidéo récente. Cette vidéo qui ne date d'hier ont donc induit en erreur ces élèves qui ont voulu prendre d'assaut un autre lycée. Après recoupement effectué par le ministère, aucun élève n'est admis à l'hôpital et les élèves absents n'ont aucunement été victimes d'une quelconque bagarre. D'après toujours les responsables au sein du ministère, des enquêtes sont en cours pour découvrir ceux qui ont publié cette vidéo. Néanmoins, les élèves du LTP Al Arbi reprendront leur cours demain si les élèves du LTP GCM Mamas ne les reprendront que vendredi pour cause de préparation aux examens. Dans la page sportive de ce jour, Lionel Messi a été sacré Ballon d'Or pour cette saison 2020-2021. C'est le 7e Ballon d'Or de cet Argentin, un joueur du Paris Saint-Germain. De ce fait, Lionel Messi devance Cristiano Ronaldo qui est à la 6e place pour cette année. Le deuxième joueur de cette année et attaquant de l'année est Lewandowski, joueur du club Bayern. C'est le 3e et Jorginho. Dans la catégorie féminine, Alexia Putellas est sacrée Ballon d'Or. Rappelons que c'est le magazine France Football qui organise l'élection et les représentants des journalistes internationaux sont les électeurs. Mesdames et messieurs, passons à présent aux actualités internationales. Un premier cas positif au variant Omicron du coronavirus qui se répand à travers le monde a été identifié sur l'île de la Réunion, a confirmé aujourd'hui le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. France 24 nous en dit plus. Le week-end dernier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait prévenu. L'arrivée du variant Omicron sur le sol français n'était qu'une question de temps. C'est désormais une réalité. Avec ce tout premier cas enregistré sur l'île de la Réunion, il s'agit d'un homme de 53 ans. Ce voyageur a voyagé en tout cas au moins 2 pays, Mozambique et avec un escale en Afrique du Sud. Donc cette personne a été placée à l'isolement ? Placé en isolement, mais aussi son entourage. Symptômes classiques, hein, vous avez la toux, vous avez des douleurs musculaires, beaucoup de fatigue. Avec ses multiples mutations, ce variant Omicron fait craindre le pire. Est-il plus dangereux et plus résistant au vaccin? Les experts tentent depuis plusieurs jours d'apporter des réponses. Une nouvelle menace qui pourrait pousser encore plus de Français à se faire vacciner, notamment pour la dose de rappel, la 3e, ouverte à tous les adultes depuis samedi dernier. Dans ce centre de vaccination parisien, environ 300 injections sont réalisées quotidiennement. Ça s'est très bien passé et je fais mon devoir de citoyen et je suis très content. Concernant cette 3e dose, plusieurs médecins appellent les Français à ne pas attendre un éventuel nouveau vaccin adapté au variant Omicron. Même si le PDG de Moderna l'a dit, il est peu probable que les vaccins existants soient aussi efficaces contre ce nouveau variant. Et le sulfureux polémiste d'extrême droite, Éric Zemmour, est en passe d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle aujourd'hui. Dans une vidéo à l'issue d'une pré-campagne agitée et de premier ressac dans les sondages. France 24. Cela faisait des mois que le compte à rebours avait commencé. Dès le lendemain des régionales, le 27 juin, après l'échec du Rassemblement national, des affiches Zemmour président fleurissent sur les murs de plusieurs villes de France. Il est alors crédité de 5,5% d'intention de vote.
À la rentrée, la promotion de son nouveau livre « La France n'a pas dit son dernier mot » a des allures de meeting. Bonjour madame. Nous avons des enclaves étrangères qui ne respectent plus la loi française, le droit français. Il débat face à Jean-Luc Mélenchon, part avec Marion Maréchal rencontrer Viktor Orban, une stratégie payante. Le 6 octobre, un sondage le donne au second tour devant Marine Le Pen. Condamné à 2 reprises pour provocation à la haine raciale par le passé, il continue de multiplier les polémiques, comme sur ce salon où il vise des journalistes avec un fusil d'assaut. Ces derniers jours, ses déplacements sont compliqués. Il est refusé par plusieurs salles à Genève et Londres. Ses sondages chutent, désormais à 5 points derrière Marine Le Pen, et il est chahuté à Marseille. Ouh, retourne chez toi! Prochaine étape, obtenir les 500 parrainages d'élus. Son premier meeting officiel aura lieu dimanche prochain au Zénith de Paris. Et pour clore cette page internationale, un tribunal de la junte birmane a reporté aujourd'hui son verdict dans le procès pour incitation aux troubles publics à l'encontre de l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. France 24. Une salle d'audience sous haute surveillance. Cette scène captée en mai dernier est la seule image du procès d'Aung San Suu Kyi dont nous disposons. Les médias ne sont pas autorisés à y assister. Démocratiquement élue en novembre 2020, l'ancienne dirigeante birmane a été renversée il y a 10 mois par la junte militaire. Elle est désormais assignée à résidence dans un lieu tenu secret. Âgée de 76 ans, elle risque au total une peine de plus de 100 ans de prison pour incitation aux troubles publics, corruption, violation de la loi sur les secrets d'État, fraude électorale et violation des règles anti-Covid. Des accusations rejetées par Aung San Suu Kyi. De son côté, l'ONU continue d'appeler à la libération des prisonniers politiques. We are expressing our continued concern over this intensifying crackdown and treatment of detainees by the military, including increased reports of sexual violence. Credible reports indicate that at least 175 people have died while in custody since February of this year. Depuis le coup d'État, plus de 10 000 opposants à la junte et défenseurs de la démocratie ont été arrêtés. L'association d'assistance aux prisonniers politiques, une ONG locale, rapporte des cas de torture, de viol et d'exécution extrajudiciaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous être fidèles. Très bonne continuation sur notre chaîne. Au revoir.